19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Justement, alors, Karim Zeribi, je voudrais vous soumettre. À Washington, Benjamin Netanyahou propose à nouveau, Karim Zeribi, de vider Gaza des Palestiniens. Alors Israël et le Hamas, vous savez, ils ont repris il y a quelques jours des négociations indirectes, depuis le Qatar notamment, en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Sauf que Netanyahou, il se rend à Washington, il discute avec Trump et cette proposition qui est complètement lunaire, diraient certains, de vider Gaza. Vous vous rendez compte là, le poids des mots, vider Gaza des Palestiniens, Karim Zeribi. C'est terrible. Dans le cadre de ce déplacement de Netanyahou aux États-Unis, il y a un double scandale. Le premier scandale, c'est le fait que cet individu qui est frappé d'un mandat de la Cour pénale internationale puisse survoler le ciel français et le ciel de pays de l'Union européenne. Donc, c'est un pur scandale. Ce qu'on autorise pour Netanyahou, on le refuse pour Poutine. Poutine, par la même occasion, est frappé d'un mandat de la Cour pénale internationale. Et Poutine ne prend pas le risque de survoler le ciel français, parce qu'il sait très bien que la France s'opposera immédiatement à cette possibilité-là et enclenchera une procédure de poursuite pour mettre un terme à la démarche de Vladimir Poutine. Pour Netanyahou, tout est permis. C'est un bafouement de plus du droit international. Donc il ne devrait pas pouvoir survoler le ciel français. Or, la France a accepté, a autorisé le fait que Netanyahou puisse se rendre aux États-Unis en survolant le ciel français. Donc la France n'est pas fidèle au traité qu'elle a signé. Elle est membre de pays qui ont signé le traité pour que la Cour pénale internationale puisse statuer, prendre des décisions, et que les pays signataires puissent suivre ces décisions. La France ne fait pas honneur à sa signature. Et je trouve que c'est gravissime. Parce qu'encore une fois, ça dit beaucoup de choses sur la place de la France, la voix de la France sur la scène internationale. Nous donnons énormément de voix avec fermeté, avec un esprit très offensif, belliciste face à la Russie de Poutine. Et nous sommes tout à fait, je dirais, à genoux et silencieux, voire complice de la démarche de Netanyahou, qui est un criminel, je l'ai déjà dit à cette antenne et je le dis sereinement, qui est quelqu'un qui devra rendre des comptes à la fois à la justice internationale mais aussi à la justice de son pays. Il faut savoir qu'Israël aujourd'hui est divisé. Il y a des pro-Netanyahou, parce que certains ont une haine des Palestiniens et seraient prêts effectivement à le laisser poursuivre l'éradication, mais il y a des anti-Netanyahou, parce qu'il y a des Israéliens pour la paix. Et ceux-là n'ont qu'une envie, c'est qu'il y ait des élections et que Netanyahou puisse les perdre pour être poursuivi en justice et rendre des comptes devant la justice israélienne. Donc il doit des comptes à la justice israélienne, il doit des comptes à la justice internationale. Or, il s'est rendu aux États-Unis pour évoquer quoi ? La paix ? Non, pas du tout. Pour évoquer le déplacement de 500 000 Gazaouis, pour faire en sorte effectivement qu'il y ait une présence israélienne permanente, administrative, militaire, pour contrôler ce territoire. Donc affiner un plan d'expulsion. C'est un scandale. C'est tout à fait scandaleux le fait qu'on puisse accepter que Netanyahou survole le ciel français, se rendre aux États-Unis pour évoquer avec Donald Trump la déportation de 500 000 Gazaouis et le fait que Israël, la puissance coloniale israélienne, les forces coloniales israéliennes, il faut appeler les choses par leur nom, donc puissent prendre place à Gaza et empêcher les Palestiniens, tout faire pour empêcher les Palestiniens d'avoir la perspective d'un État. Oui, je considère aujourd'hui que, encore une fois, la voix de la France est totalement aphone. Nous ne comptons pas, nous n'avons pas de poids, nous n'avons pas entendu Emmanuel Macron. On délègue ça à Jean-Noël Barrot, qui ne sait plus trop quoi dire, puisque il s'exprime en disant qu'il faut respecter le droit international, mais dans le même temps, il laisse la France bafouer ce droit international. Donc il y a une forme d'incohérence dans la diplomatie française aujourd'hui qui fait très mal à notre pays, la France, qui n'est plus audible, qui n'a plus de cohérence, qui n'a plus de boussole sur la scène internationale. Je le dis et je le redirai toutes les semaines, parce que nous, Français,
quelles que soient nos origines, notre sensibilité politique, nous avons envie que notre pays soit respecté dans le monde. Et pour qu'il soit respecté, il faut qu'il soit quelque part, je dirais, exemplaire en prenant comme référence le droit international. Et pour qui que ce soit, et où que ce soit. Or, aujourd'hui, le droit international, il est utilisé, évoqué en fonction des situations dans le monde, en fonction des pays qui le bafouent, en fonction des personnalités que l'on a en face. Et on voit que pour Israël, tout est permis. Je veux dire, cette permission à tout d'Israël donc, est insupportable. Et d'ailleurs, encore une fois, je le fais comme je l'ai refait à plusieurs reprises. Je salue les peuples qui s'élèvent contre ces injustices. Qui frappent les Palestiniens. Je dis ces injustices parce qu'il y a Gaza, il y a la Cisjordanie, il y a la déportation, il y a l'aide humanitaire qui ne rentre pas. En fait, on cumule les injustices à l'égard des Palestiniens. Et je salue les peuples qui manifestent et qui s'élèvent. Et notamment le peuple espagnol. Je ne sais pas si vous avez vu dans les grands rassemblements donc en Espagne, donc les Espagnols aux couleurs de la Palestine, avec des personnalités politiques espagnoles qui donnent de la voix. Donc Palestine libérée, donc non au génocide. Ils ne sont pas dans l'ambiguïté, les Espagnols. Ils utilisent les mots qu'il faut, ils utilisent le ton qu'il faut, ils sont sur le terrain de la justice, ils sont sur le terrain du droit international. L'Espagne est en train de prendre une dimension sur la scène internationale que je salue. Et on aimerait tant, nous Français, avoir un pays qui puisse évoquer le sujet de la même manière, avec courage, avec, je dirais, la tête levée, avec cette volonté, cette fierté d'être une voix dans le monde, et sans faire de distinction. Israël, la Russie, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe aux quatre coins du monde, s'il y a injustice, la voix de la France doit être entendue de la même manière, avec la même conviction, avec la même force, avec la même détermination. Or, aujourd'hui, la France choisit ses indignations. La France choisit ses combats sur la scène diplomatique. Et ça n'est pas normal, parce que ça ne nous ressemble pas. Ça ne ressemble pas à la France. Ça ne ressemble pas à ce qu'attendent les Français. J'en suis intimement convaincu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, on est sur des sujets de diversion. On a encore un deuxième conseil des ministres sur les frères musulmans, dont le rapport qui a été élaboré dit que c'est entre 400 et 1000 personnes, les frères musulmans. Donc on fait un deuxième conseil des ministres pour statuer sur un groupe qui est constitué de 400 personnes, que l'on doit suivre si on considère qu'ils sont dangereux. Moi, j'ai aucun sujet là-dessus. Je ne suis pas les services de renseignement français et je respecte les services français s'ils estiment que certains veulent donc faire vaciller la République, que ce soit les groupes d'extrême droite, que ce soit les groupes révolutionnaires, que ce soit les groupes religieux extrémistes. Mais là, on voit bien que on ne doit pas faire un conseil des ministres pour ça. On ne doit pas faire un conseil de sécurité pour ça. Donc un deuxième, on doit à un moment donné faire un conseil extraordinaire pour dire voilà, la reconnaissance de l'État palestinien qui a été reportée par l'attaque sur l'Iran et la guerre des 12 jours qui a été menée par Netanyahou, là encore une fois, pour aller allumer un autre feu sur la région, embraser la région. On frappe un coup le Liban, un coup la Syrie, on éradique les Palestiniens, on va frapper l'Iran. Et donc du coup, Emmanuel Macron a rétro-pédalé. C'est le moment de remonter au créneau, Monsieur le Président. Monsieur le Président Macron, nous attendons tous que vous reconnaissiez un État palestinien. Nous attendons tous qu'au Conseil de sécurité, à la table du Conseil de sécurité en tant que membre permanent aux Nations Unies, vous puissiez faire en sorte que notre pays porte une résolution pour la justice, pour le droit international, pour l'autodétermination du peuple, pour le refus de la colonisation, pour que l'aide humanitaire rentre, pour que Gaza soit reconstruit, pour la dignité humaine des Palestiniennes et des Palestiniens. Alors, justement, Karim Zeribi, parce que c'est la troisième rencontre depuis le début que Netanyahou rencontre Trump. En quelque sorte, Karim Zeribi, est-ce que c'est pas une répartition des rôles entre Trump et Netanyahou? Parce que je vous dis cela, pourquoi? Il a été interrogé par les journalistes sur la faisabilité, justement, vous parlez de cette solution à deux États. Le président des États-Unis, Trump, il renvoie et il répond aux journalistes, je ne sais pas. Il a renvoyé la question au Premier ministre israélien Netanyahou, en disant, et donc celui-ci, le dernier, Netanyahou, s'est empressé devant les journalistes d'affirmer que les Palestiniens devraient avoir tous les pouvoirs pour se gouverner eux-mêmes, même sans aucun pouvoir pour nous menacer. Cela signifie qu'un pouvoir souverain comme la sécurité globale.
Alors, c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il n'y a pas une répartition des rôles? Soyons plus précis dans la séquence que vous avez évoquée, qui est très intéressante. Oui. Les journalistes posent la question à Donald Trump, parce que chacun sait que, effectivement, ce sont les États-Unis qui décident soit d'alimenter en armes Israël, soit de mettre fin à la guerre, que ce soit sur l'Iran ou que ce soit sur cette démarche d'éradication du peuple palestinien. Ce sont les États-Unis qui décident. Donc, et on sait très bien qu'Israël est le 59e État donc des États-Unis, d'ailleurs, ou le 50e État, pardon, des États-Unis. Le 50e, oui. Oui, non, c'est ça. Bon, donc c'est un État des États-Unis d'Amérique qui est positionné au Moyen-Orient et qui aujourd'hui fait office, j'avais de dire, de point de chute à la fois militaire au sein de la région, à la fois en officine de renseignement et élément de déstabilisation. Il a posé la question. Le journaliste a posé la question à Donald Trump en disant Monsieur le Président, qu'en est-il de la solution à 2 États? Exact. Il s'est tourné vers Netanyahou et il a osé dire, Donald Trump, écoutez, je vous propose de poser la question au meilleur interlocuteur qui est là, et donc qui est le Premier ministre israélien, au meilleur interlocuteur. Donc, je ne sais pas si vous imaginez l'expression. C'est le plus mauvais interlocuteur, c'est pas le meilleur. En fait, Donald Trump a déporté la question sur Netanyahou, qui ne veut pas du tout d'un État palestinien et qui a une branche messianique d'extrême droite, violente, raciste dans son gouvernement, qui veut tout sauf un État palestinien et qui menace Netanyahou de quitter la majorité, de le mettre en minorité. Et donc il est dépendant de cette aile d'extrême droite messianique. Alors on sait très bien que lui-même n'en a pas le désir de voir un État palestinien. Et donc du coup, il précise que pourquoi pas, il faudrait effectivement qu'il y ait une entité palestinienne, mais sous occupation administrative et militaire israélienne. Enfin, on marche sur la tête. C'est une conception, je dirais, de néocolonialiste, c'est une conception de la domination qui est permanente. En fait, ils nous disent clairement tous les deux qu'ils feront tout pour qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Et ils ne feront rien pour qu'il y ait un État palestinien. À la fois Donald Trump et Netanyahou. Donc nous n'avons rien à espérer de ces deux personnalités politiques qui, en réalité, font du peuple palestinien un peuple, je dirais, qui est dans la négation de pouvoir exister. Ils ne veulent pas voir un État palestinien émerger. Et c'est ça qui est dramatique, parce qu'on ne voit pas d'issue. On ne voit pas d'issue, et pendant qu'ils parlent, pendant qu'ils papotent, pendant qu'ils se répartissent les rôles, comme vous le dites si bien, ils étaient dans une forme d'opulence, donc avec une table bien pleine, donc ils étaient en train d'échanger, de sourire, de se renvoyer la balle devant les journalistes américains. Pendant ce temps-là, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes vulnérables, crèvent de faim, sont quotidiennement mitraillées lorsqu'elles vont chercher de l'aide humanitaire, donc n'ont pas d'assistance médicale lorsqu'elles ont été blessées, donc frappées par des épidémies. Enfin, c'est la catastrophe. Et ils sont là, tranquillement, en train de papoter, d'évoquer un pseudo-Gaza sous emprise israélienne. C'est une horreur absolue. Le monde va mal. Notre monde marche sur la tête, que le droit international est bafoué, il y a plus d'une once d'humanité dans le comportement de ces politiques. Je dirais, on parle d'ensauvagement de la société. On a un ensauvagement international dans le comportement des puissants. C'est pas la civilisation qu'ils portent. Donc Karim Zerebi, c'est l'introuvable cessez-le-feu à Gaza. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est pas l'introuvable cessez-le-feu, c'est la non-volonté d'un cessez-le-feu réel et permanent de la part des puissants. Et les puissants aujourd'hui, ce sont les États-Unis et Israël. Si les États-Unis avaient une vraie volonté d'un cessez-le-feu, dans 5 minutes, il y a un cessez-le-feu. Trump décroche le téléphone et il dit stop, ça s'arrête maintenant. Mais il ne veut pas. Il est sous pression d'un lobby israélien, pas juif. Parce que certains, la dernière fois, j'ai dénoncé un lobby israélien, certains se sont empressés de m'attaquer en disant, regardez Zerebi, donc l'antisémite Zerebi qui parle d'un lobby juif. J'ai jamais parlé d'un lobby juif, moi. Je parle d'un lobby pro-israélien. Israël est un État. Les Juifs représentent une communauté dans le monde.
je n'ai jamais confondu les Juifs dans le monde avec les choix d'un gouvernement qui s'appelle Israël, qui est un gouvernement messianique d'extrême droite. Moi, je fais la distinction. Moi, mes positions sont claires et transparentes. Je combattrai toujours l'antisémitisme. Je défendrai toujours ceux qui sont pointés du doigt parce qu'ils ressemblent aux colonialistes, aux colonisateurs et à l'oppresseur. Parce que tous les Juifs ne sont pas favorables à cette politique. Il faut le dire. Alors ça paraît évident de le dire. Oui, tous les Juifs ne sont pas favorables. Oui, mais il vaut mieux le dire. Comme tous les Palestiniens n'ont pas voté le Hamas. Quand le Hamas se présentait aux élections en 2006, c'est la date des dernières élections. Donc arrêtons ces confusions. Arrêtons ces confusions qui divisent, qui créent des fractures. Il y a des Israéliens qui sont anti-Netanyahou. Il y a des Juifs qui ont Netanyahou en horreur, qui manifestent, qui veulent le voir en prison. Il y a des Juifs qui veulent un État palestinien. Il y a des Palestiniens qui veulent vivre côte à côte avec des Israéliens. Et puis, il y en a de part et d'autre qui estiment que cette possibilité ne pourra pas se mettre en œuvre. Il y en a certains qui estiment qu'il faut un État binational. Et cet État binational, dans l'esprit de certains, c'est la démographie qui doit guider qui dirige. Et donc d'autres disent ah ben non, c'est pas possible parce qu'il faut que cette terre soit israélienne de bout en bout. Et ils ne veulent pas d'État palestinien. Donc on a de tout, on a des sensibilités qui divergent. Donc, et nous avons le devoir de faire la part des choses. Et moi j'essaye autant que faire se peut, dans un contexte difficile, quand on s'exprime dans les médias, parce que tout peut être instrumentalisé, toutes les paroles peuvent être interprétées. Moi j'essaye toujours d'être clair. Moi aujourd'hui j'ai quelqu'un en horreur, il s'appelle Netanyahou, avec ses ministres d'extrême droite, messianiques, haineux, qui traitent les Palestiniens comme des animaux. Je les ai en horreur. Et je m'en cache pas et je m'en cacherai jamais. Et à côté de ça, j'ai la lucidité de dire qu'il y a des Israéliens qui veulent la paix, qui veulent un État. Et que ces Israéliens-là méritent effectivement d'être écoutés, entendus, protégés. Parce qu'ils ne sont pas à confondre avec ces membres du gouvernement que je viens d'évoquer, qui sont, je dirais, des criminels en puissance. Et il y a des Juifs dans le monde qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Il y a même des Juifs qui sont contre un État israélien. Il y a même des Juifs, on le voit, des Juifs orthodoxes, très pratiquants, donc aux États-Unis, partout, qui donnent de la voix en disant non, ce qu'on fait là, c'est une horreur. En Palestine, on vivait tous ensemble, Juifs, chrétiens, musulmans, et ça se passait bien. Il y en a qui le disent, ils sont Juifs. On va les traiter d'antisémites, ceux-là. Alors moi, aujourd'hui, comme je suis réaliste, je suis un pragmatique, qu'est-ce que je défends, moi, Karim Zeribi ? Je défends 2 États. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un. Il s'appelle Israël. Je défends 2 États. Et tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien, je donnerai de la voix. Je défendrai l'État palestinien. Le droit à l'autodétermination de ce peuple palestinien, qui n'a pas à être déporté, qui n'a pas à être considéré comme réfugié permanent à vie. Non, il y a des frontières délimitées. Il y a un État indépendant, souverain, qui doit être palestinien, avec une administration, avec une autonomie, avec des institutions, avec une armée. Mais évidemment, s'il y a un État, il y a une armée. Mais pourquoi on penserait toujours l'armée palestinienne sous couvert d'attaquer Israël ? Pas du tout. Aujourd'hui, qui attaque qui ? Il y a eu le 7 octobre. Mais ça fait 50 ans qu'il y a des 7 octobre en Palestine. Et pourtant, on sait tous on a tous éprouvé de la compassion pour les victimes israéliennes du 7 octobre. Mais quand on a dit ça, on aime rappeler à ceux qui ont un problème d'analyse du problème du Proche-Orient que ça fait 70 ans que les Palestiniens vivent le 7 octobre, qu'il y a des intifadas, qu'il y a des Nakba, et qui sont aujourd'hui, encore une fois, chassés de leur terre. Il y a des colons, 900 000 aujourd'hui, en Cisjordanie, 900 000 colons. Je ne sais pas si on imagine, des expropriations tous les jours de Palestiniens. On ne peut pas accepter ça. Quand on est français, quand la voix de la France dans le monde, quand on est gaulien, quand on est pour une France des Lumières, une France qui donne de la voix, qui est juste, on ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. Donc il faut aujourd'hui que nous puissions être justes et arrêter d'essayer de monter les Français les uns contre les autres ou les communautés les unes contre les autres, les Juifs contre les musulmans. Je ne termine par là. Ça n'est pas un sujet religieux, le Moyen-Orient, la Palestine. C'est un sujet de territoire, c'est un sujet éminemment politique, c'est un sujet de colonisation, ça n'est pas une guerre de civilisation, ça n'est pas une guerre de religion. Les Juifs et les musulmans doivent vivre ensemble, mais dans le respect mutuel. Et là,
Le mot mutuelle, il n'existe pas. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.